Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Nutrition. Je suis ravi de vous retrouver pour un échange passionnant. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir un entrepreneur qui a déjà plusieurs vies à son actif et qui s'est lancé dans un défi à la fois ambitieux et concret, faire de l'alimentation un levier de transformation. Mon invité, c'est Christian Georges, serial entrepreneur, cofondateur de plateformes fortes comme Vestiaire Collective et Ariani, et aujourd'hui CEO et cofondateur de Omi, une marque engagée dans l'agroalimentaire régénératif. Christian, merci d'être là avec nous. Avec plaisir. Merci Grégory de m'inviter. Super, écoute, on va passer ensemble environ 45 minutes. J'aimerais que tu nous racontes ton parcours, ta vision de l'alimentation, ce qui t'a amené à créer Omi, et je veux creuser comment on alimente l'innovation dans la food. Tu es prêt ? Je suis prêt. Parfait, c'est parti. Alors pour commencer, Christian, tout d'abord, est-ce que tu peux nous raconter d'où te vient cette fibre entrepreneuriale et quelle a été ta première aventure? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans tes premières créations d'entreprise? Oula, ça remonte à longtemps ça. Oui. En vrai, j'ai essayé de monter ma première boîte quand j'avais 18 ans. Je voulais créer une boutique où je vendais du jeu de rôle. Voilà. Et puis en fait, ça n'a pas marché parce qu'il fallait que je fasse l'armée à l'époque. Et du coup, la banque a refusé le prêt. Et puis je suis reparti faire un peu de fac. Donc j'ai fait un début de fac éco et gestion, et sur les bancs de la fac, il y a un copain qui m'a dit vas-y, si on faisait des sites internet. On devait être en 97, et après je me suis lancé, j'ai fait des sites internet. Voilà, donc c'était le tout début. Sans vraiment, enfin si, on m'a déjà posé la question. Je pense que le modèle de ma maman, qui était femme de ménage et qui bossait au black en plus pour faire la couture dans les boutiques d'à côté, et elle bossait tout le temps et tout ça, donc ça m'a donné envie. Je me suis dit que tu pouvais tout simplement faire ce que tu avais envie de faire. Donc voilà, c'était sans propos particulier, quoi. D'accord. Et avant Omi, tu as notamment cofondé d'autres sociétés comme Vestiaire Collective et Ariani. Qu'est-ce que ces expériences t'ont appris et quel bagage tu en retires aujourd'hui pour investir et entreprendre dans la food? Vestiaire, c'était une Vestiaire Collective, très très belle aventure, marketplace de seconde main, donc un des leaders du marché. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui a pas loin de 1000 salariés et qui fait de l'occasion, un peu comme Vinted, mais plutôt haut de gamme, hein, Chanel, Vuitton, Hermès. Et c'était une opportunité très tech, parce que mon background, c'est vraiment toute la tech. J'ai commencé à faire de la tech et de l'internet, voilà, au siècle dernier. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de e-commerce, beaucoup de techno, beaucoup de logiciels, beaucoup de marketing digital. Et donc Vestiaire était vraiment une super opportunité, parce qu'on avait beaucoup de savoir-faire technologique, hein, de créer quelque chose de différent et qui ait la capacité de devenir un leader mondial. Donc on avait cet appétit avec mes associés, et c'était vraiment voilà, une belle aventure très tech, très on va prendre un marché, ça va être super, on apporte une vraie valeur. Et sur le chemin est arrivé en fait, je dirais la sustainability, donc la capacité à être dans, tu vois, donc qu'est-ce que la seconde main elle peut apporter finalement à la mode. Donc on a commencé à ancrer ça assez fort. On s'est rendu compte qu'on était un truc sustainable. Après, il y a des gens qui sont venus nous voir en disant ah, vous faites partie de la circularité. On s'est rendu compte qu'au-delà du business, en fait, du business pur, donc faire du revenu, grandir, on pouvait avoir un ancrage très très fort en fait, et avoir une raison d'être qui aille au-delà de simplement faire du business. Donc vraiment dans ce côté, faisons des choses bien, qui puissent apporter quelque chose de positif à la planète. Et on a vu, on a monté la boîte en 2009, hein, on s'est lancé en business 2009, donc on a commencé en 2008, hein. Et quelques années après, nos salariés, eux-mêmes, en recrutant, on recrutait beaucoup évidemment parce qu'on a grandi assez vite, hein. Ils me disaient: «Oui, en fait, on vient pour la raison d'être de l'entreprise», qu'on n'avait pas forcément formalisé comme ça, quoi, tu vois? À vrai dire. Et du coup, après, on a commencé à recréer une culture, en fait, interne, qui était la combinaison de cette ambition business, plus d'une raison d'être très ancrée, en fait, dans on fait quelque chose d'utile, en fait. Et Vestiaire, après 7-8 ans, ça a pris une deuxième vague d'élan et on est devenu populaire pour ce combat contre la fast fashion. Et donc, lorsque j'ai eu l'occasion de céder une partie de l'entreprise, et que donc après, on arrive il y a 5-6 ans, et je me suis dit: «Bah ouais, c'est absolument génial, la combinaison de faire un business en fait, qui fonctionne, tout simplement, qui soit une entreprise, profitable et qui prenne, une vision, que moi j'aime à dire, de pleine conscience».
C'est-à-dire, vraiment une utilité en fait, grandir une boîte, faire du business et puis après se dire que ça peut régler, des problèmes en même temps, génial. Entrepreneur, c'est fait pour ça, hein, c'est pour régler des problèmes et donc j'ai réfléchi, à ce que, je pouvais faire de mieux et moi mon prisme, ça a été de dire: «Bah, l'alimentation, c'est quand même un sujet de santé, c'est un sujet écologique, c'est un sujet de rémunération, donc économique, donc il y a vraiment plein de choses qui sont dedans et avec, énormément de respect, d'inspiration en fait sur des marques comme Patagonia ou Veja. Je me suis dit: «Bah ouais et si on en créait une dans la food, avec de la techno, avec, cette envie que les produits qu'on fabrique, on les donne à manger à nos enfants et que derrière chaque produit on sache, bah, qu'il y a des gens qui gagnent bien leur vie, que, soit bon pour la planète, que ce soit bon pour la santé» et voilà et donc après, en commençant en fait le business, moi j'ai commencé à publier quelques billets sur Medium pour expliquer pourquoi est-ce que ça devait exister, pas trop comment encore, ni qu'est-ce qu'on allait faire et donc là j'ai, rencontré les associés qui m'ont permis de lancer le projet et notre premier employé Thibaut Chausset, qui avait fait Agro Paris-Tech, qui avait bossé chez Danone, qui était chez Laruche et qui nous a dit: «Bah ouais, en vrai, si tu veux vraiment, apporter quelque chose de nouveau au marché, ce qui serait génial, c'est, de prendre les ingrédients des produits qu'on va fabriquer sur des exploitations qui sont, à la combinaison de j'utilise pas de chimie, donc je suis bio, hein, dans la plupart des cas et je laboure pas le sol. Parce que, un des problèmes du bio, qui est super et il faut tous manger du bio évidemment quoi, mais, c'est bah, tu laboures beaucoup et donc en fait, tu détruis la capacité de ta terre à bien faire grandir, à bien faire pousser des fruits, des légumes et des céréales et cetera et donc réussir à aller vers mettre plus d'agroécologie, donc gestion des haies, gestion de l'eau, gestion des rotations, gestion des couverts végétaux et bah, c'était quelque chose de nouveau qu'on pouvait, tirer vers le haut le marché et donc on a fait ça. On s'est lancé, on a créé, en 2020 donc, une marque en ligne. Tu pouvais acheter, nos produits, on ne peut plus aujourd'hui, on a basculé sur le retail. Et donc on a créé en fait une marque avec des recettes hyper simples, 0 additif, qu'avec des produits dont on savait qu'ils avaient un impact écologique, OK, parce qu'on maîtrisait les filières, parce qu'on savait quelles étaient les techniques agricoles, qui étaient, utilisées pour faire pousser, notre quinoa, notre oignon et cetera et donc, voilà et on a tiré ça vers le haut. Et donc, c'est ce que vous définissez comme étant une marque issue de l'agriculture régénératrice, tout ce que tu viens d'évoquer là, ou il y a d'autres composantes qui rentrent dans cette définition? Ouais, alors, c'est 2 ans après, hein, le mot régénératif est venu, un peu, par l'extérieur, me dire: «Ah mais ce que vous faites, ça ressemble à l'agriculture régénérative». Donc, pour être honnête, il y avait, une envie d'exister, et donc quand tu existes dans un business, être distinctif, en fait, c'est intéressant parce que tu peux trouver, une tribu qui va bien. Depuis, le mot régénératif, il a pris, différentes teintes, en fait, hein, diverses et variées, certaines très greenwashing et cetera. Donc, nous, pour, éclairer en fait, je dirais nos acheteurs, nos consommateurs, sur ce qu'on faisait et notamment je pense aux professionnels, qui nous vendent aujourd'hui dans des magasins bio, pas des magasins bio d'ailleurs. Mais en fait, pour, éclairer, on a choisi de ne garder que les produits, qui étaient, issus de, l'agriculture biologique et en plus de réinvestir une partie de notre chiffre d'affaires sur des projets concrets de promotion en fait, des techniques complémentaires, dites agroécologiques en fait, pour faire ça. Donc on s'est appelé, non pas issus de l'agriculture régénérative, parce que finalement c'est assez difficile de pouvoir sourcer, plein d'ingrédients et de combiner plein de produits, mais pour l'agriculture régénérative et cette promesse faite aux consommateurs et qui est intégrée dans nos produits, c'est que nous, on fait le travail de filière pour identifier les ingrédients qui sont à l'intérieur des produits. Et derrière, on va pouvoir finalement quasiment à chaque produit, tu as un QR code, tu peux voir qui l'a fait, où ça a poussé, etc. sur tous les produits de OMI. Et donc, c'est de dire que derrière, on se met en mouvement en fait. Et chaque produit, c'est l'occasion en fait de promouvoir, d'aider une exploitation à mieux gérer son eau, à mieux gérer ses couverts végétaux. Et donc après, on revient. On a un bon exemple. On a fait la compote pour la SNCF dans les trains pendant presque 2 ans.
Et donc il y a plein de volumes en fait. Donc là c'est très intéressant parce que quand tu as des volumes en fait là tu peux vraiment démontrer de l'impact, hein. Et donc on est dans une copée avec une trentaine en fait d'exploitants qui font des pommes, des poires. Et donc il y en a un qui était plus avancé, on a mis un peu d'argent pour lui faire des analyses de sol, pour aider sur la technique. Puis après on est revenu l'année d'après montrer aux autres que c'était utile et que ça mettait des exploitations agricoles qui allaient dans le bon sens en fait et qui progressaient et qui utilisaient en fait les bienfaits de la nature. Et que ça se voyait aussi dans leur compte de résultats en fait. Donc vraiment, et voilà. Et donc on promeut comme ça. Donc c'est pour l'agriculture régénérative. D'accord. Et là, tu l'évoques un peu, c'est la partie filière. Comment est-ce que Omi structure ses filières et son modèle économique pour rester aligné avec ses engagements qui sont très forts? Tu peux préciser un petit peu ta question? Déjà, comment, parce que c'est une démarche qui est assez nouvelle, cette idée que les marques alimentaires remontent dans l'amont agricole et participent à la construction des filières Oui. avec certaines exigences de qualité. Et on le voit dans ton modèle, on sent que ce niveau d'exigence, il est très élevé. Et comment tu fais pour tenir un modèle économique quand les exigences sont très élevées et très qualitatives sur la qualité de production agricole, la qualité du produit, la qualité gustative, le bio. Enfin, tout ça, on sait que ça a un coût. Et comment équilibrer tout ça dans l'équation pour qu'in fine, tes produits soient accessibles pour le consommateur? Il y a un peu deux questions dans la question. Ouais, je vois, celle du prix et celle des filières, en fait. Voilà. Donc, alors, l'opportunité, c'est d'être tout nouveau sur le marché et de choisir les produits qu'on veut fabriquer. Du coup, nos ingénieurs et nos marketing produits, en fait, ont créé une grille avec le temps, qu'on appelle, heu, une grille de sobriété, en fait, hein, dans lequel, on va avoir, 2 forces, en tension. Une très marketing, qui va dire: «OK, il y a ce type de on devrait faire une pâte à tartiner, heu, à base de cacahuètes, crunchy, parce qu'il y a l'appétit du marché pour avoir ça». Et après l'équipe filière qui va dire: «Bah, ouais, mais les cacahuètes, tendues, OK, on va regarder, ce qu'on peut faire». Après tu as des effets d'échelle. Si on était chez Ferrero, on aurait des capacités, peut-être, plus puissantes, en fait, pour prendre volume et hyper clean, en fait. On est chez Omi, du coup, il y a un compromis. On regarde ce qu'on peut faire sur les filières et si on n'arrive pas à avoir l'assurance, en fait, bah, tantôt que c'est pas de déforestation, tantôt qu'il y a pas d'esclavagisme, derrière, tantôt qu'il y a pas de maltraitance et cetera, bah, on va dire: «Bah, non, en fait, la cacahuète, nous, on sait pas, travailler la cacahuète. Du coup, oublions ce produit-là, voyons le trend d'après sur le marché, en fait». Donc c'est, presque un luxe, de se dire: «Bah, on va pas faire le produit parce que, on a d'autres produits à aller réaliser». Après, concrètement, en fait, le travail filière, tantôt quand ça va être des exotiques, on va le faire avec, je sais pas, Agrosourcing ou d'autres spécialistes, en fait, qui vont nous accompagner, derrière, sur, le sourcing. Mais du coup, on va documenter l'ensemble. Déforestation, travail des humains, on va regarder en fait pour s'assurer qu'on a fait le meilleur job. Et c'est quand c'est des filières locales, ce qui est l'essentiel de notre business d'ailleurs, donc françaises on va dire, hein, pour la plupart, un peu italiennes, un petit peu espagnoles, enfin ça dépend des générations de Omi on va dire, hein. En 5 ans on a fait différents changements, mais toujours avec cette volonté en fait de trouver un équilibre vers le prix. Donc je te donne un exemple pour, répondre à ta question sur le prix. L'exemple, c'était, je pense, chez Omi, on le fait plus aujourd'hui, mais on l'a fait pendant plus de 3 ans. On vendait des amandes grillées, décortiquées, super bonnes. Et donc on avait une filière qui était espagnole, vraiment en agroécologie. Tu vois? Genre, le truc avec, la chèvrerie, bah, vraiment le truc, magnifique quoi. Pas un produit chimique qui avait été mis dedans et depuis, plus de 20 ans et un produit qui était excellent. Et il finissait au prix consommateur, sur notre site internet autour des 20 €, à achat, prix de vente pour le conso quoi, prix d'achat pour le conso. Et du coup, la même filière en France, avec autant de qualité, c'était plutôt 30 en fait. Donc dans ce cas-là, 30 à l'achat. Donc dans ce cas-là, on privilégiait, bah, l'accessibilité et donc la filière, espagnole. Donc voilà, donc on faisait des compromis. On fait toujours des compromis de marque en fait pour essayer de trouver un équilibre. Parce qu'en vrai, tu peux pas vendre, si c'est trop cher ou tu peux pas vendre à beaucoup de personnes si c'est trop cher pour être plus précis. Et donc aujourd'hui, on est, sur,
du retail, donc de la vente à travers des distributeurs. Et l'équation, elle est un peu plus compliquée en fait, parce que quand tu es plus dans ton magasin à toi, même s'il est en ligne, bah tu combats, enfin tu es avec les autres marques en tension, etc. Nous, on est très très, on a toujours été, on s'est toujours dit, qu'on est fiers de nos prix. Et donc, bah enfin tu sais en tout cas, je sais pas, j'ai fait la convention des entreprises pour le climat en agri-agro, 1 an, avec plein de grands et de petits, de moyens, d'exploitants. Il y a un prix écrit sur l'étiquette du magasin pour ton produit, et après il a ce qu'il génère sur le pays, sur la santé. Et donc en gros, entre les études qui sont faites, 1 € bien fait, 1 € mal fait, on va dire, donc plein de chimie qui détruit les sols, qui salit les nappes phréatiques, qui crée des maladies, des cancers, etc. C'est 1 € de plus, voire 2 € de plus en fait, selon ce qui tu vas lire. Donc il y a un vrai sujet de c'est quoi la valeur de mon produit, et c'est quoi le prix de mon produit en fait. Donc nous, on est sur la valeur du produit, ce qui fait que des fois on peut être un peu premium en termes de prix selon où on se positionne, plus la marge du distributeur, etc. Aujourd'hui, clairement, on est très conscient de ça, donc on met de la valeur. L'inflation nous a fait plutôt du mal en fait, ça nous a vraiment torturé en termes de business, parce que les consommateurs, même très motivés, pour la santé de leurs enfants, pour peut-être les sujets écologiques, pour l'ensemble des deux, et ben ont quand même été ralentir leur panier chez nous, consommer moins souvent, consommer moins de produits. Et donc ça, c'est vraiment assez difficile. Néanmoins, on est resté sur notre cap, en fait, des recettes super simples, des vrais produits issus de la nature, avec des bonnes valeurs nutritionnelles dedans. Et aujourd'hui, notre focus, c'est le volume, en fait. Donc c'est un business de volume, hein, on le voit bien dans les grands groupes. Ecotone, Léa Nature, etc., qui font des choses géniales en fait sur les filières, très sérieuses, et qui sont promotrices en fait de plus aujourd'hui, qui rentrent dans ce chemin du bio plus en fait. C'est génial. Je pense qu'on a apporté notre contribution au mouvement vers le haut de ce marché, à dire que juste dire bio, c'était pas suffisant. Il y avait des trucs, enfin c'était pas suffisant, c'était vachement bien, hein, mais on peut faire encore mieux quoi. Et on peut faire encore mieux quand on fait 500 millions de chiffre d'affaires par an, bah, c'est génial, on peut y aller. Nous, on a besoin d'aller chercher ces volumes-là pour venir réduire les prix, permettre plus de liquidité, donc de capacité à des personnes de le gérer. Donc aujourd'hui, on est focalisé là-dessus. Donc par exemple, on a réduit en fait la gamme des produits OMI. Au tout début, quand on était en D2C, on en a fait 200. Pour schématiser à la grande époque, on va dire. Aujourd'hui, notre cœur de gamme, c'est 25 produits en fait, vendus à travers des magasins. Et donc ça permet en fait de concentrer du coup les volumes, c'est un produit, les faire mieux marcher. Peut-être qu'une gamme de sauce tomate, il y en avait 5, il n'y en a plus que 3. Et du coup, ça permet de concentrer en fait des économies d'échelle pour tout le monde, nos fournisseurs, nos fabricants, etc., etc. Ça nous a malheureusement fait abandonner des filières en fait. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir fabriquer ces produits-là et de remettre ces filières aussi en marche, quoi. Justement, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres clés sur la gamme là en termes de, tu as parlé du nombre de références, peut-être nombre de points de vente, chiffre d'affaires, enfin c'est quoi un peu les grands métriques de la marque? Alors sur Omi, on a reconstruit quasiment la marque pour le retail. Donc on a hérité notre première génération d'un packaging hyper sobre, tout blanc, avec rien écrit dessus, si ce n'est le nom du produit, un QR code où tu voyais tout, tu vois tout d'ailleurs, c'est toujours le cas. QR code il y est toujours, et un marketing sur la sobriété, et avec des marges qui étaient fabriquées pour le direct consumer. On a dû revoir la copie complètement. En fait. C'est-à-dire, quand on est rentré en magasin, c'était Ovive qui nous avait aidé. On avait bien travaillé avec un moment où ils étaient pas bien, il fallait qu'ils relancent un peu le marché. On avait fait un beau travail avec l'équipe de Ovive dans les meilleurs magasins. Donc Et une en vrai, chaîne on de a magasins bio, hein, c'est ça? Ouais, c'est une chaîne de magasins bio, pardon. Je parle comme Mhm. si tout le monde savait. Mais c'est une chaîne de magasins bio qui a eu pas mal de difficultés quand le bio a vraiment été en décroissance ces dernières années. Et du coup, nous, on a participé un peu à notre échelle à leur relance dans quelques magasins en montrant qu'ils savaient innover. On a rentré beaucoup de produits Omi. Et le résultat, c'est qu'évidemment, on a des choses qui ont bien marché, mais il y en a d'autres qui n'ont pas marché. Et elles n'ont pas marché, notamment parce que le packaging ultra sobre, qui marchait super bien en fait en ligne, qui exprimait quelque chose, une fois que tu es dans le magasin et que tu as 1 seconde pour prendre le produit, tu vois, ça marche plus, ça faisait pas beau, basique, etc. Et donc, il a fallu qu'on réinvente la marque. Hein. Donc, on l'a fait en quelques mois. Hein.
Ça, c'était en 2024. Et après, on a retravaillé la gamme. On s'est rendu compte que dans le retail, évidemment, il y a des produits qui sont saturés. Enfin, il y a des unités de besoin donc qui sont très populaires et saturées. Tu vois, des sauces tomates, ils en ont plein, qui sont super d'ailleurs. Et notre incrément en fait de valeur qui était quand tu es dans un magasin bio, hein, si on parle de cela, quand tu es en bio plus, quoi, comme on fait, et ben, le consommateur, il vient déjà dans un magasin qui fait le job, en fait. Donc l'incrément, il est petit. Peut-être on aurait dû faire une marque plutôt grande distribution, en fait. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on a 25 produits. J'adorerais te montrer des images, mais vous pouvez aller voir sur les sites de omi.fr, par exemple, ce qu'on vend Les aujourd'hui. produits sont très beaux, ils sont beaucoup plus colorés qu'avant pour le coup. Bah voilà. Là, on a vraiment pris une influence jovial, mettre du sourire, se distinguer dans les packaging. Et aujourd'hui, tu prends le rayon sauce tomate pour ceux qui nous vendent, dans certaines Biocoop qui nous vendent en direct ou Naturalia, et tu vas voir, ça n'a rien à voir, quoi. On ajoute de la couleur, on a un code, et c'est bien hein, parce que du coup, ça remet de la vie dans les magasins, ça ramène des clients plus jeunes, et du coup, c'est promu. On l'a montré au salon du bio, au Natexpo l'année dernière, ça a bien fonctionné. Et du coup, on a continué à tirer en fait ce côté très du fun, quoi, du sourire. Voilà. Et donc, on vend alors des sauces tomates, différentes sauces en fait chaudes pour les pâtes, hein, avec des déclinaisons. Ça, c'est les À base de best-sellers, les Ouais, sauces ça tomates. marche bien. Ouais, ça marche bien. Et les plats cuisinés aussi. Plats cuisinés, chili con carne, shakshuka, qui marchent plutôt pas mal aussi. Et après, on a gardé, donc on s'est concentré sur le salé. Alors qu'avant, on faisait salé et sucré. On a gardé une pâte à tartiner très chouette avec 4 ingrédients, pas de lait, pas d'huile, une pâte à tartiner cacao, noisette, et qui est vraiment super, qu'on a gardé, mais qu'on va, je pense, faire pivoter bientôt. Une Donc, alternative à la grande marque italienne, c'est ça? ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais sans lait, c'est juste des noisettes, du cacao, du sucre de canne bio, et de la noix de cajou pour faire le texturant qui tourne assez longtemps. On a un produit assez chouette, quoi. Donc pas de lait, pas d'huile, et cetera. Elle est assez chouette. Alors voilà, elle coûte son prix, mais c'est un rayon qui s'est un peu premiumisé, donc elle est OK en termes d'atterrissage. Mais pour la lisibilité des acheteurs, c'était compliqué d'avoir plein de produits, donc on a resserré la gamme. Et aujourd'hui, je t'ai dit donc des plats cuisinés, des sauces pour les pâtes, le riz, etc. Des petits tartinables apéro et des gâteaux apéro qui sont super. Et donc là, avec la capacité, par exemple, sur nos crackers apéro, d'avoir des histoires de filières super intéressantes sur lesquelles on bosse, sur lesquelles on met en jonction, en fait, finalement, l'entreprise qui va nous fabriquer les crackers avec la partie filière. Et après, on revient à l'exploitation avec une partie du chiffre d'affaires pour les aider à progresser, en fait. Donc, on a vraiment notre valeur principale, c'est pas tant la fabrication, mais ça va vraiment être le sourcing, la détermination des impacts filières qui sont derrière. Et après, on va récupérer le produit, on va le mettre en vente à travers un réseau de distribution. Et puis après, on va l'ensemble, c'est recommuniquer aux consommateurs, un bon marketeur, quoi, ce que le consommateur, quel geste le consommateur fait, en fait. Donc, il achète une marque sympa, qui dénote sur le rayon, et derrière, il a un impact induit par son acte d'achat, qui est celui d'avoir aidé telle exploitation à remettre du sarrasin ou à tirer telle filière de blé vers le haut en rajoutant tel type de technique agroécologique sur le champ. Donc ça fait partie typiquement des indicateurs d'impact que tu suis pour mesurer l'impact régénératif de la marque. Ouais, exactement. On va regarder. Alors, ça dépend des exploitations et des filières, etc. Mais on va essayer d'apporter du mieux, en fait, hein. Tonnes de matière organique remis dans l'exploitation. Projet agroécologique, création de haies au mètre. Nid de mésange tu vois, en fait, toutes ces choses-là, on va les piloter à la filière, enfin au produit, et on va se dire, bah tiens, cher consommateur, grâce à ton acte, finalement, il y a tout ça qui est généré, en fait. Voilà. Tous les consommateurs sont pas du coup évidemment friand, en fait, de savoir qu'on a mis des mésanges, etc. Mais sur le long, avoir une marque qui s'ancre depuis le départ dans cette capacité à démontrer son impact derrière chacun des produits, nous on pense que c'est un attribut d'avenir
pour la confiance que les consommateurs peuvent avoir dans la marque. Et ça, c'est une valeur intéressante sur laquelle on mise dans le futur. Donc, on met tout ce travail-là pour dire que depuis le début, on est comme ça, et qu'à fur et à mesure qu'on grandira, on va continuer à faire ça. Mmh. Et là où donc je fais donc aujourd'hui, on a fait donc Foodies, Omi, la marque Omi. Elle a été créée dans une entreprise qui s'appelle Foodissey. Donc Foodissey, l'Odyssée de la food quoi. Très beau nom. C'était juste le nom de la SAS en fait, le temps qu'on trouve le nom de Omi pour lancer le produit. Et il y a 1 an à peu près, on s'est mis en quête de faire rejoindre une entreprise dans le groupe. Donc on a fait l'acquisition cet été d'une entreprise avec laquelle on a fusionné, techniquement parlant, qui est Supernature et qui est au rayon granola. Donc Supernature, créée par Catherine Kluger, qui écrit plusieurs bouquins, qui est chef, qui est aussi dans la naturalité des recettes, des granolas peu sucrés, pareil pour les bars. Et donc il y avait pas mal de choses qui nous plaisaient et qui allaient dans la même vision en fait, sans être Redgen en fait, de l'impact surtout santé en fait du produit. Et donc Catherine et Supernature nous ont rejoints cet été 2024. Et ce faisant, en fait, on vient de la finir un plan de progrès pour la marque Supernature, pour qu'elle puisse également, alors être transparente, complètement transparente. Ça, c'est la ligne de base, le socle en fait de toutes les entreprises qui rejoindront. On espère qu'il y en aura d'autres. Le groupe Foodissey. Tout le monde est transparent avec le consommateur, tout le monde prouve ce qu'il fait, tout le monde dit. Et donc, par exemple, ils n'avaient pas forcément investi tout ce qui était scoring. Donc Planet Score, Nutri-Score, ils les faisaient, mais c'était pas publié, par exemple, le consommateur peut le trouver. Yuka, Goom, pourquoi pas, que nous on utilise sur Omi depuis assez longtemps. On est très promoteur du travail que font Goom, c'est vraiment super. Et donc là, on vient de finir en fait un mini audit interne. Enfin, on avait déjà fait avant, mais qu'on a regardé. Donc, on a fait l'annotation du Planet Score, génial, quasiment que de EA, quelques B. Du coup, on a trouvé quelques filières qu'on va pouvoir améliorer. Pareil sur la notation, on a fait toutes les notations, on va les mettre d'abord sur le site internet, on verra si ça va sur les packs après, tu vois, c'est une autre question. Et on a un plan de progrès en fait que les équipes ont écrit donc conjointement sur 2 ans pour faire progresser Supernature qui est déjà super, hein, vers justement plus comprendre les filières, plus les utiliser et être un prétexte en fait à tirer vers le haut les exploitations qui nous fournissent des ingrédients. Voilà, je pense que c'est un exemple intéressant Ah pour ouais, très très comprendre intéressant. comment on se met en chemin, quoi. Ouais. Et les céréales, enfin les granolas de Supernature, j'ai eu l'occasion de les goûter suite à notre rencontre et c'était vraiment super bon. Ouais, ça t'a Euh, plu? ouais, Ah ouais, ouais, trop bien, vraiment très très bon. trop bien. Euh, Qu'est-ce que tu as aimé de plus? moi j'aime bien les produits très très bruts justement, très proches de la matière première et donc on est sur un goût qui est très pur et puis on sent qu'on se fait du bien entre guillemets. Voilà. Ouais, ouais. Et là, et c'est intéressant parce qu'on l'a, tu cette passion pour le produit que Catherine, elle a, et qui est super intéressante, parce elle se prend vraiment, vraiment enfin, tiens, c'est un travail de trouver l'équilibre, sucre, produit, et pour la petite, histoire rigolote, là, du coup, les équipes, fusionnent, quoi, tu vois? Donc moi, j'ai les casse-pieds des filières, en fait, la casse-pied des filières, en l'occurrence, qui va dire: «Bah non, faut qu'on garde du sarrasin, c'est pas possible, on a investi, du coup, on va le trouver». Ou alors non mais cette filière-là, ok t'as galéré, mais on va essayer de la faire progresser. Et du coup ça a des impacts sur le goût, qui ont des impacts. Enfin tu vois. Et donc cette petite gymnastique, elle est intéressante quoi. Voilà. Bien sûr. J'avais une question à te poser sur le développement de l'entreprise, la croissance, puisque tu as levé des fonds pour Oui, développer Omi, ce qui est finalement pas si courant dans l'univers de la food. oui. Autant l'univers des levées de fonds, etc., les gens de la tech qui sont très familiers, c'est un peu moins vrai pour l'alimentaire. Donc, quels ont été les critères clés pour convaincre les investisseurs qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Est-ce que ça t'a permis d'aller plus vite, d'accélérer le développement de la marque? Voilà. Hem, les critères clés, en fait c'est toujours les mêmes, hein. C'est, quel est ton apport, à au business quoi? Donc, qu'est-ce que tu vas créer, comme business? Pourquoi est-ce que ton projet, il a, besoin d'investissement? Alors peut-être que c'est ça tu vois, j'essaie de
d'essayer de trouver quelque chose d'intéressant, à dire là-dessus. C'est on lève des fonds parce qu'on a besoin de lever des fonds. Donc on lève pas des fonds parce qu'on a envie de lever des fonds ou parce que, c'est la seule manière de lancer, voilà. Il faut qu'il y ait un truc vraiment, tu es obligé de lever des fonds, en fait. Donc les fonds, ça va par exemple, te permettre, dans notre cas, pourquoi est-ce qu'il a fallu lever des fonds? Donc on l'a fait en 2 fois. On a fait une tranche de Business Angel où on a levé 1 million d'euros. Donc là, plutôt, je suis allé chercher des gens, de la food, hein, comme, Augustin, Paluel, Marmont, qui avait fait Michel Augustin, comme, Michel Abitbol, qui a fait Dacobello et puis d'autres, hein, Food Chéri, les fondateurs, la fondatrice, et donc on est allé chercher des gens un peu food pour, un peu nous cadrer, nous aider, challenger le truc. C'était intéressant de les convaincre et puis ça faisait mûrir le projet en même temps qu'on cherchait la levée. Donc là, on a pris, 1 million d'euros sur cette levée-là. Et ça nous a permis en fait d'embaucher un début d'équipe. On était 4 cofondateurs et cofondatrices, 2 de chaque au départ. Et du coup, avec des compétences plurielles, enfin complémentaires, dont de la tech, hein, de la food, de la tech, de la finance. Et du coup, on avait une équipe de cofondateurs au départ qui était déjà bien calibrée pour lancer le projet. Donc, belle équipe. Donc ça, c'est rassurant en fait. Quand tu dois investir, tu te dis, ouais, ok, là, il y a déjà un socle. J'ai pas encore tout compris ce qu'ils vont faire, mais ça ressemble à un truc pas mal. Et derrière, cette volonté de dire, bah, ok, nous, on a trouvé un chemin pour tirer l'alimentation vers le haut. L'idée, en injectant de l'ambition dedans, c'est de faire un truc, important. Donc on a besoin, de fabriquer nos chemins de filière, les 20 premiers produits, donc ça va être intéressant. En même temps, on a travaillé, un début, typé Kickstarter sur, Ulule, à l'époque pour prévendre en fait les premiers produits. Donc du En vrai, crowdfunding. ouais, non, c'était pas un crowdfunding, c'était, tu sais, tu par avance, le premier pack. Donc on Ah a dit: oui. «Ah bah tiens, on va faire un pack, à 60 €, 30 €, machin, et tu auras les premiers produits». Donc il fallait, ça. Et avant ça même, on avait fait un truc sur LinkedIn. J'avais vendu sur LinkedIn, les je sais plus combien, mais je dirais, les 100 premiers, quoi. Et donc j'avais fait les 100 premiers, puis le Ulule, on avait passé à l'étape du dessus, puis, voilà. Donc ça, c'était pour montrer de l'attraction. Heu et la capacité en fait à exister. Donc ça, c'est un tour d'investissement qui est presque sur des proches. Là, c'était pas tout à fait le cas, mais qui nous permettait en fait de nous mettre en mouvement, d'embaucher les premiers ingés agro, de commencer à travailler les produits, d'imaginer le packaging, de créer le début du site internet, de compléter les efforts des fondateurs et fondatrices. Et puis après, on a travaillé pendant un peu plus d'un an et demi, avec cette équipe du début, quoi. Donc là, 7-8 personnes, quoi, au global, avec déjà beaucoup de vélocité et tout ça. Et puis après, on a démontré que il y avait du potentiel, que ça vendait, et cetera, et que la vision, en fait, de créer un groupe alimentaire depuis le départ, hein, c'était groupe alimentaire, donc d'aller recréer un groupe alimentaire qui allait être le symbole de la consommation responsable, au sens très large, hein. On pourrait détailler ce que ça veut dire. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment, voilà, aujourd'hui, avec tout l'univers qui est en train de bouger. C'était encore plus le cas aujourd'hui qu'il y a 5 ans, évidemment. Le réchauffement planétaire, il attend pas qu'on le découvre, il avance tout seul, en fait. Donc tout le dérèglement climatique, toute la partie difficulté à trouver les sourcings, l'espèce de permacrise dans la food où McCain a bien du mal à dégager son profit parce que dès qu'ils font des patates pour McDo, bah, des fois ils ont pas la quantité, des fois ils ont pas la qualité, des fois tu as des sourcings. Tout ça, ça met une pression, en fait. Et donc, dans la thèse du départ, c'est pas juste créer une marque, c'était de dire: «OK, nous, je pense qu'on est en avance sur un mouvement de marché alimentaire qui est, que, bah, tout le monde va devoir bouger, et Nestlé et Danone et cetera, ils vont se prendre une pression. Ils l'apprennent déjà, en fait, du dérèglement climatique, et donc il faut bouger». Considérer en fait que on continue à mettre plus de chimie pour régler les problèmes, pour faire grandir les plantes, des engrais, et cetera, ça met beaucoup de pression. Donc il faut absolument intégrer, c'est pas nous qui le disons, c'est la FAO et tous les autres, tout le concept de rotation de culture, enfin d'agroécologie, on va dire, hein, parce que la FAO dit, si on continue à traiter les terres agricoles comme on le fait aujourd'hui, en 2050, on aura perdu 75 des terres qui sont plus capables de produire par elles-mêmes des plantes. Donc bon, après tu peux tout hors sol et tout dans des containers et je sais pas quoi, tu vois? Mais tu as quand même un mouvement qui dit: «Ouais, OK, il faut qu'on essaye d'aller mettre moins de labour et de remettre des sols vivants», et tout le sujet du sol vivant et le sol, donc on se dit donc
le marché va bouger vers le sol vivant et du coup, nous, on sera pionniers et on espère leader, transparent depuis le premier jour pour créer un groupe alimentaire qui sera capable de faire ça, en fait. Et donc, ce faisant, tu dis bah, que tu as du potentiel. Et du coup, là, on a relevé 14 millions d'euros après avec des investisseurs plutôt typés capital risque, en fait, Donc des fonds. ou des fonds d'investissement, ouais, pour aller chercher. Donc, c'est Xange et 2050 qui ont 2050, le fonds d'investissement qui s'appelle 2050, Marie Eklund et Olivier Nature, et qui ont donc leadé le tour, comme on dit. On a complété avec d'autres personnes qui ont mis un petit peu de sous et ça nous a permis de continuer à investir. Et donc l'intérêt dans les gens, dans les filières, dans les produits, dans le marketing, etc. Et donc et ça nous a permis aussi d'avoir la capacité de utiliser une partie de notre argent pour faire l'acquisition de Supernature et continuer, alors qu'on a dû repivoter l'entreprise OMI sur son marché, de continuer à structurer en fait l'hypothèse, le plan du départ, qui est de dire non, on doit on doit fabriquer un groupe alimentaire qui doit être reconnu dans 10 ans, dans 5 ans, dans 50 ans, comme étant voilà, le leader de la consommation responsable. Et c'est une belle opportunité. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit, hein, tu as des grands groupes, ceux que j'ai cités par ailleurs, qui sont en train de mettre de la pression ou de se détacher des marques un peu typées impact, parce que le marché nous tire vers le bas et qu'il y a plein de choses. Je pense que nous, on est convaincus que c'est un investissement du futur, en fait, hein, de continuer à promouvoir une agriculture en fait qui prend soin des sols, parce que on retrouve des résultats positifs dans les exploitations d'une partie financière, dans le plaisir ou l'amour que les exploitants peuvent avoir à traiter leurs terres, dans la qualité de la nutrition du consommateur final, hein. Voilà, enfin ça va que dans le bon sens. C'est là où je disais, tu vois, business de pleine conscience, en fait. Oui, il y a des injonctions de prix. Non, c'est pas facile. Il faut aller chercher des volumes. Et donc, ce faisant, tu ne peux pas le faire sans avoir recours à des capitaux. Sinon, tu fais autre chose, tu fais un petit truc, tu fais une marque, tu te fais plaisir peut-être. Mais nous, le propos, et c'est pour ça qu'on a réuni tout le monde, il faut aller chercher cette histoire de montrer en fait qu'on peut prendre soin des exploitations, de la terre, de notre santé, à des prix raisonnables, à grande échelle en fait, hein. Donc notre regard, il se porte plutôt sur 20, 30, 40, 50 ans, et notre regard, il se porte plutôt sur 100 millions, 200 millions, 500 millions de chiffre d'affaires, en fait. Et Pour donc avoir de ça, le l'impact. faire sans capitaux, ça marche pas, quoi, tu vois. Oui. Le capital est juste un outil qui permet d'aller délivrer cette vision. Alors c'est pas gagné, ça suffit pas. Il y a pas que le capital, il y a plein d'autres choses, des équipes, de la pugnacité, les éléments contraires et les vents contraires du marché, voilà. Donc tu as tout ça. Voilà. Donc c'est Bien une sûr. équation à 400 paramètres, Bien sûr. comme d'ab. Ouais, complètement. Bah, Mais c'est tu connais ça aussi, je crois, hein. l'entrepreneuriat, on va dire. Voilà. Comme tu l'as dit tout à l'heure, résoudre des problèmes. Du coup, je continue sur cette vision du futur. Selon toi, quelles sont les grandes tendances et ruptures à venir dans l'agroalimentaire et la nutrition, et surtout comment tu vois OMI dans ce paysage? Alors, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais OMI et le groupe Foodicé. Bah, plusieurs choses. Foodicet, on cherche une 3e entreprise, enfin 2e marque à intégrer, quoi, donc pour qu'il y ait au moins 3. Donc on cherche à grandir, on cherche à se renforcer notamment sur la partie commerciale, on cherchera à renforcer sur notre capacité à être dynamique dans les magasins. Et donc pour ça, on prend une teinte plutôt grande distribution. Donc là, aujourd'hui, le marché du bio est très bien. Il reprend un peu de couleur et tout ça. Mais nous, on pense que pour aller chercher notre impact, bah, je te le disais avant, c'est du volume. Le volume, en France, ça se passe en grande distribution. D'ailleurs aussi, hein, il y a un peu moins ce clivage des fois, bio, pas bio. Mais du coup, c'est un univers en fait qu'il faut qu'on investisse. Donc peut-être que OMI trouvera sa déclinaison sur quelques produits. On travaille là-dessus en fait. Donc prendre nos impacts filières et aller les porter sur la grande distribution. On espère en partenariat fort avec tel ou tel distributeur en fait, hein. Donc ça, c'est important. Après, donc ça, c'est la première chose. Donc on est plutôt dans cet axe-là. Agrandir Foodicet avec faire rejoindre des entrepreneurs, des entrepreneuses de qualité dans le groupe pour piloter plutôt des sujets donc
je dirais de mise sur le marché, d'entretien sur le marché. Ensuite, on travaille sur des produits, qui gagneront leur place, dans ces rayons-là, plus dynamiques. Deuxième chose, toujours avec un ancrage filière et santé des sols, directement. Mais, ce sera pas l'incise, marketing qu'on pour accéder au marché. Donc là, aujourd'hui, notre, apprentissage, c'est que, donc la consommation responsable, évidemment, c'est un fondamental, c'est notre ADN, c'est ça qu'on veut faire. Mais là, le produit sur lequel on travaille et qu'on espère, qui sera sur les rayons au mois de mars, normalement, ça devrait bien se passer, so far so good, comme on dit. Et du coup, il va utiliser des leviers de marketing, je dirais, plus classiques et il va travailler un autre, registre que celui de la consommation responsable, en fait. Donc, il vise pas forcément, le rayon classique du bio, il vise plutôt les consommateurs mainstream, il est plutôt positionné sur un prix qui est OK, enfin qui est, habituel, on va dire. Enfin, bon bref, on a bien bossé le prix pour trouver un produit où on pense que ça va, pouvoir prendre et on fait un pas de côté, sur, le ton de la marque et la manière dont on va approcher le marché pour être beaucoup plus, déjà un peu jeune en termes de catégorie et de consommateurs et sur des produits qui tournent plutôt pas mal et qui vont arriver sur un registre, voilà, je veux pas dire ce que c'est pour ça, je prends du C'est temps. un beau Et du teasing. coup, voilà. Et du coup, on est sur un registre très, comme tu le vivrais sur d'autres marques, en fait. Très Mm. populaire, mainstream, etc. On va exprimer un sentiment, une forme de liberté. On va aller sur un registre du marketing. Et pourquoi on le fait? Parce que moi, ma perspective, enfin avec mon jeu, quoi, tu vois. Quand on a lancé Omi en 2020, donc évidemment, tu bosses un an ou deux avant, tu vois, à réfléchir ton projet et tout. Ce que j'avais en tête et ce qu'on avait partagé avec l'équipe, c'était, tu vois, less is more, quoi. Genre, sobriété, packaging blanc et je pense que, en 2019-2020, donc pré-covid, quoi, tu vois? Tu avais vraiment cette volonté, enfin, je pense que ça faisait sens, en fait, pour le marché et donc Oui, une marque complètement. ultra sobre et tout, pouvait rentrer, il y avait de l'appétit pour ça, on était saturé de marketing et tout et moi, mon analyse, hein, c'est que le marché, notamment de la consommation, j'entends, grand public, les jeunes, les moins jeunes, et cetera. Le covid nous a un peu scié les pattes, sur ce côté, sobriété, ça reviendra, hein, mais du coup, tu as quand même un truc, non, bah, fais chier, quoi, fais chier la planète, fais chier, la consommation responsable. Tu vois? C'est devenu un truc, ouais, fais chier les woke et tout ça. Je schématise, mais pour essayer d'exprimer quelque chose d'un peu tranché, hein, dans ce que je veux dire et du coup, je pense qu'il y a moins d'espace pour que un produit qui rentre dans le marché soit populaire avec une ADN mise devant en fait qui est de dire ok, nous on est ça, nous on est pour la planète, nous on est pour ça. Donc c'est ce que fait Patagonia très bien, ouais, par ailleurs. Mais bon, ouais, ils ont 50 ans ou 48 je crois et du coup ils ont une autre notoriété que la nôtre. Aujourd'hui la consommation, je pense qu'il y a un côté je veux pas me prendre la tête. Par contre, ce qui est derrière, la transparence pour la confiance, les engagements filières, le France en avant, la souveraineté, tout ça, c'est des attributs en fait importants en fait. Donc on va les mettre, mais on ne va pas les mettre en premier lieu sur notre message. Et donc voilà, le marketing est un outil, les filières sont un outil, les équipes sont un outil, l'argent est un outil, et donc à nous de trouver en fait ce qu'attend le consommateur. Et probablement, c'est pas de la prise de tête en fait, c'est un acte léger, mais dont il sait derrière finalement en rang 2 que ça fonctionne bien Mm. dans son registre. Pour illustrer, je pense que C'est qui le patron fait ça admirablement bien en fait. Nicolas Chaban a un produit extrêmement simple et tu sais que quand tu l'achètes, tu génères un impact très positif en fait. Donc ça c'est méga chouette. Finalement c'est une forme de marketing hyper intéressante. Et voilà, donc c'est ce type de, je pense, mouvements qui sont importants Mm. Il y a d'autres et marques comme accompagnés. celles que tu cites là, des marques de food lancées récemment que tu trouves inspirantes et vraiment alignées avec les tendances actuelles? Heu, ouais, plein, heu, enfin, je pense enfin,
moi, j'aime bien les univers comme La Vie, donc Mmh. les alternatives. Donc l'univers, en fait, j'entends, je pense qu'il est très maîtrisé. On sent qu'il y a une agence de communication, une publicité derrière, tu vois? Donc ça exprime quelque chose. Il y a ce côté tribu, tu comprends. J'adore les univers comme, Ben& Jerry, par exemple, mais ils sont pas lancés depuis, enfin, c'est des vieux, quoi, Mmh. vieux de la vieille. Mais du coup, Des donc ça, vraies c'est vraiment identités. ouais, je pense qu'il y a besoin d'une forme d'identité, Mmh. c'est hyper intéressant, en fait, hein. Heu, Tofu, la marque, anglaise, si je dis pas de bêtises, qui vient d'arriver sur le marché avec ce côté, tu vois, un peu, voilà, je trouve ça super bien. Et après je trouve que, vraiment, bah, les meilleurs en fait, c'est les Américains. Et donc j'ai eu l'occasion, d'aller, au fameux, NatExpo West, heu Natural Product Expo West, c'est ça? ouais, Ouais. exactement, aux États-Unis. À Anaheim. Ouais, exactement. Mmh. Et du coup, tu y allais aussi? Oui, oui, on y va, tous les ans. Tous les ans, tu y vas? Ouais, ouais. Et ben, quelle chance. Et Mmh. du coup, tu vois, bah, tu vois à quel point en fait, les marques elles donnent envie en fait. Et il y a beaucoup de travail, sur, bah, c'est super bien fait, c'est bon pour la planète, c'est bon pour les gens, mais avant tout, c'est super fun, ça envoie de l'envie quoi. Et quand tu arrives dans le rayon, tu as envie de prendre le truc. Et du coup, ça, je trouve que c'est, hyper inspirant. Donc là, on en a plein, des fonctionnels, pas des fonctionnels, des Olipop, de la boisson, je trouve ça hyper intéressant dans tout ça. Et après, moi, j'aime bien, composer avec les registres parce que, je me sens pas enfin, comme je te le disais, je pense que chacune des forces, y compris le marketing, est un atout, évidemment, quoi. Et du coup, quand tu vois, par exemple, ce qu'a fait, Liquid Death sur, de l'eau, packagée, qui est un enfer écologique total, hein, parce qu'ils prenaient l'eau de la France, ils l'envoyaient là-bas. Et en fait, ils font des boissons vendues avec le code de l'alcool, en fait. Donc c'est vraiment, chaque publicité est hilarante. Et tu vois, des gamins de 12 ans qui boivent de l'eau dans des canettes de coca qui ressemblent à de la 8-6 ou des trucs comme ça. Et c'est la grosse stuff, mais ils boivent de l'eau et puis la maman est finie, elle boit sa canette d'eau, elle est enceinte, machin. Bah, tu vraiment un espèce de registre où tu te dis: Très «Bah, décalé. incroyable, quoi». Mmh. Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est, comme ça, quand ça interloque, et quand ça fait ça. Et sinon, de manière beaucoup plus, précise, une petite marque, je trouve là qu'ils viennent de faire un pivot que je trouve hyper chouette, hein. C'est, Nudge, Oui, fruits du jacquier. Là, ils font des tartinables, des rillettes en fait, tout à qui viennent de fait. rentrer en magasin. Donc c'est des produits Uniquement du végétaux jacquier. aussi, effectivement, à partir du jackfruit. Ouais, 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 bah, et je trouve ça, super. Je trouve que, le changement d'aspect du packaging, je trouve que, la manière de mettre la rillette en avant plutôt que le jacquier, je trouve que la combinaison, en fait, finalement, les fameux 4 P du marketing, je les trouve vachement plus équilibrés que ce qu'ils faisaient par le passé, en fait, où ils étaient plutôt en compétition avec Apivore Oui, dans les et tous steaks les autres et végétaux, cetera. entre guillemets. Et donc voilà, la Nudge, chouette, quoi. Je trouve ça, hyper intéressant. Très Et bien. sachant que, je suis pas hyper, moi, à titre perso, dans ma consommation, je suis pas très, très, innovant dans ma Mmh. manière de consommer, en fait. J'ai une famille de 4 garçons, du coup, qui Ah sont bah, grands, justement, qui ouais. mangent beaucoup. Ah Et ouais. on est sur les, tu vois, un peu les basiques et cetera. Donc je suis pas un grand consommateur de produits, très, élaborés, en fait. Moi, je suis plus, voilà, je vais cuisiner j'adore, cuisiner pour le coup, on adore tous cuisiner dans la maison. Mais quand on va, prendre du temps, on va faire des maquis quoi, tous ensemble, puis on va rouler, des concombres et du riz et cetera. On va pas, acheter des produits ultra transformés dans tous les sens ou déjà pré-préparés. On fait vraiment notre cuisine, nous-mêmes quoi. Mmh. Justement, c'est une question que je voulais te poser et puis, en forme de un peu de conclusion aussi. Comme tu mènes pas mal d'activités, entrepreneuriales et cetera, comment tu concilies, ton équilibre, vie pro, vie perso et quels conseils tu donnerais à un jeune entrepreneur? Voilà, quelle est la place de la famille dans tout ça? Quels sont les rituels que tu mets en place, dans ta vie de tous les jours? OK. Et ben, alors j'ai toute une liste, hein, que je pourrais partager, je pense que j'ai fait j'étais speaker, donc enfin, c'est un sujet sur lequel, ouais, donc moi, j'ai commencé quand j'avais, bah, en vrai, ma vraie boîte, 22 ans, tu vois? J'en ai 50 aujourd'hui, donc ça fait 28 ans, que je suis, cofondateur, dirigeant d'entreprise. J'ai monté 9 entreprises. J'ai eu 4 enfants, qui sont grands aujourd'hui.
me prennent un peu moins de temps. Dans ma première boîte, j'ai vraiment fait le truc de base. Je me suis brûlé, quoi, tu vois. Donc, je travaillais non-stop, machin, etc. Et à un moment donné, je me suis retrouvé en vacances et avec des copains. Je sais pas, j'avais 25 ans, 26 ans, et je savais même plus déconnecter, en fait. Donc, j'étais en panique, j'étais au bord de la plage, je savais rien faire d'autre. J'étais un peu bizarre. Et donc, je me suis dit, bah non, en fait, ça marche pas. Et du coup, assez vite, j'aime beaucoup travailler. Je prends beaucoup de plaisir je suis un animal social. Je crée pas des familles, je crée des business, mais une manière en fait de travailler avec l'équipe en fait pour les aider à le mieux travailler. Et donc mes rituels, c'est quand j'ai eu mon premier enfant, je me suis dit bah non, je serai pas un père absent. Donc j'ai veillé à être là le matin, le soir. Après, en vrai, des fois, il arrive sur le temps que tu as des enjeux en fait business qui sont importants, et donc tu te retrouves en fait à être là, mais physiquement, quoi, hein, pas psychologiquement. Qui a un autre sujet à traiter, donc être vraiment là, tu vois, être capable de déconnecter. Donc là, j'ai fait plein de trucs. J'ai déconnecté toutes les notifs de mes Le Monde, France Info, etc. J'attends qu'on me passe les nouvelles. La dernière nouvelle de le président Macron a remis le service militaire aux volontaires, etc. Donc, tu vois, je me suis un peu simplifié la tête. Je lis pas mal. J'ai toujours je lis 3 bouquins en même temps. Un bouquin un peu philo, un bouquin business, un roman. Et du coup, Tu selon lis mon quoi, par coup de exemple, en blues. ce moment? Si tu as une recommandation de lecture à nous faire dans ce que tu lis en ce moment? Ouais, je lis Le ministère du futur. Je suis à la D'accord. fin, là. Ok. Incroyable. Ouais, ouais. Recommandé par Barack Obama et le Dalai Lama. Donc Ah, voilà, donc tout je fais ça. pas le poids, quoi, tu vois. Mais un beau roman de futur de science-fiction, et qui dit que là, le monde va basculer en juillet prochain. Et il te raconte ce qui va se passer en fait à En cause juillet du règlement. 2026, là? Ouais, ouais, D'accord. le 18. Et si je me rappelle bien. Et du coup, voilà. Et donc, donc plein de techniques et beaucoup de recherche de productivité pour trouver l'équilibre, etc. J'essaie de me trouver dans mes zones d'énergie. C'est pas toujours facile, mais c'est une espèce de quête. Donc, j'essaie de rassembler les sujets où j'ai moins d'énergie vers les sujets où j'ai plus d'énergie. Et donc, essayer de rester toujours dans ce côté, ah bah j'apporte de la valeur, j'arrive à attirer les gens, etc. Et donc, si j'ai un conseil à donner, bon, bien sûr, après, je gère mon agenda, j'ai plein de trucs qui me permettent de me faire confiance. Et du coup, mon conseil, c'est d'être sympa avec vous-même, quoi. C'est-à-dire, donc, sois sympa avec toi-même, sois doux. Des fois, t'es pas connecté, des fois, c'est dur, des fois, tu as besoin de bosser un week-end, des fois, tu as besoin de déconnecter un week-end. Prendre des vacances, partager sa torpeur et ses réussites avec des personnes différentes, avoir un coach si possible, si les moyens le permettent. Mais juste être doux avec soi-même, prendre un temps en fait pour réfléchir aux problèmes, et pas surtout se flageller sur les difficultés qu'on a. Euh, moi, je suis pas du tout de type de patron qui va dire tout tient sur moi. Moi, je pense que je travaille mes organisations pour que je puisse être à côté. Je lis pas mes mails en vacances. Donc, et ça se travaille en fait, cette capacité à la déconnexion directement. Puis après, il y a des moments où c'est juste comme ça. Il faut bosser d'arrache-pied pendant 1 mois ou 2, et c'est le moment. Et il faut être capable de se mettre dans ces moments-là. Mais bon, on le dit souvent, hein, l'entrepreneuriat, c'est un marathon au rythme du sprint. Mm. Du coup, ça marche pas. Du coup, faut savoir un peu osciller, voir des potes, pas pas sacrifier sa vie sociale. Et quand tu rentres dans le sujet, je me rappelle un outil il y a longtemps qui m'avait aidé à formaliser ce côté, tu vois, on est pluriel, on a besoin d'une vie sociale, on a besoin d'une vie amoureuse, on a besoin d'une vie, on a besoin, moi en tout cas, une vie parentale, d'être bien au travail, de pouvoir peut-être avoir un univers associatif, de faire du sport, d'être en bonne santé. Et donc ce truc-là. Et il y a un truc que les gens peuvent taper, tu peux taper, qui s'appelle la roue de la vie. Il y en a plein de différentes, à 7 ou à 8 branches. Et le concept, c'est tu as un peu ces dimensions-là, et tu vas te noter de 0 à 10. Donc tu te mets tout seul sur ton petit bureau, tu prends, tu trouveras la roue de la vie en un claquement de doigts sur n'importe quel moteur de recherche, et puis après tu te notes, tu dis ah bah tiens, sur ce truc là je suis à 8 sur 10.
Là, je suis à 2, quoi. Genre, je fais 0 sport, je monte les escaliers dans le métro, je suis essoufflé, tu vois. Et en fait, je m'en veux de faire ça, quoi, tu vois. Donc là, en fait, il y a qu'un seul chemin, c'est de faire un peu de sport, quoi, tu vois. Et du coup, tu peux après te dire, ah bah ok. Et donc le truc, c'est pas de se flageller, comme je disais juste avant, c'est d'être gentil avec soi-même et de dire, bah tiens, comment est-ce que je peux remettre un peu de sport dans ma journée? Et en vrai, dans le métro, t'évites les escalators. Déjà, tu fais un premier pas, quoi, tu vois. Et voir ce côté chemin progressif, comme dans les filières, comme dans le fait d'être bicorp, comme dans, tu vois. Donc c'est se faire confiance sur le long terme. Donc C'est il faut être très, doux avec très beau soi-même. conseil, ouais. Très beau conseil. Merci beaucoup pour ces partages. Et maintenant, Christian, c'est la question de fin que j'aime poser dans Culture Nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Qu'est-ce que toi tu as réalisé d'impossible dans ta vie multiple? Heu, bah, ne pas avoir peur, d'être ambitieux, quoi. Je pense que, donc là, tu vois, 50 ans, 9 boîtes, des centaines de millions, d'euros levés. Il y a des gens, pour tout ça, en fait, pour, rejoindre ton projet fou. Il y a des gens pour, investir dans ton projet, fou. Il y a des gens évidemment, il faut cocher quelques cases, mais du coup, se dire que, on est capable, de rêver grand, rêver ou de croire ou de, tu vois, de vouloir faire un truc, à la hauteur de ce qu'on se dit: «Putain, mais il faudrait faire ce truc-là», et de se dire juste, bah, j'y vais, et de considérer le reste, comme des moyens. Et je te le dis parce que, le quotidien que moi j'ai pu vivre dans mes différentes entreprises, des salariés, des associés, c'est toujours que, bah, je sais pas, tu joues contre la cote. Moi, j'ai l'impression d'avoir joué contre la cote, toute ma vie, quoi, tu vois? Et en vrai, si j'avais pas provoqué mon destin, si j'avais pas été en disant: «Mais si, pourquoi pas? Vas-y, on va faire, comment on fait? C'est quoi le problème? Comment on va le régler?» On se met sur le chemin, on avance et tout. Se mettre en mouvement, en fait, hein, ça crée tellement d'opportunités. Et donc voilà, il faut juste se dire: «OK, ouais, ça a l'air fou, mais franchement, si ça se trouve, ce truc-là, moi, je le sens et tout ça». Puis après, se mettre en mouvement. Le jour d'après, la prochaine action. Qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Mmh. Et puis qui je peux rencontrer, et cetera, et cetera. Et en fait, se mettre en mouvement, en fait, ça permet d'aller, gravir des pentes, qui paraissent complètement dingues, en fait, quand tu les regardes d'en bas, quoi. Donc voilà, pensez grand, ambitieux. Allez-y, montez des boîtes, il y a plein de choses à régler. Jouer contre la cote et se mettre en mouvement, ce sera le mot de la fin, et c'est une belle image pour illustrer ce qu'est l'entrepreneuriat, comme tu dis. Écoute, merci beaucoup Christian pour cet échange riche, concret et inspirant. On a Merci exploré ton Grégory. parcours d'entrepreneur, ta vision de l'alimentation comme levier, toute la logique d'impact de la marque Omi, mais aussi les enjeux de business, de filière, de vie perso. Enfin voilà, beaucoup de choses à retenir, je pense, pour celles et ceux qui nous écoutent. Et d'ailleurs, si tu es à l'écoute et que cet épisode t'a plu, abonne-toi à Culture Nutrition sur ta plateforme de streaming préférée, laisse un avis, partage autour de toi, et on revient très vite avec d'autres trajectoires passionnantes d'entrepreneurs de l'alimentation et de la nutrition. Merci encore Christian, et merci à vous qui nous écoutez. À très bientôt. Merci, au revoir.